Eh bien, bonjour Véronique. Bonjour Annabelle. Bienvenue sur le spot podcast de la section vlog. Donc, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. Ben, super. J'ai quelques questions pour toi. Dans le fond, on va couvrir ton métier de metteur en scène, un peu de aussi en tant qu'auteur de Val d'Or vous raconte, voir un peu ton processus, un peu comment tu fonctionnes et en plus de toucher à chaque scène et personnage de la pièce. Super, je suis prête. C'est quoi Val d'Or vous raconte? Val d'Or vous raconte son histoire. C'est un parcours déambulatoire. Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre en plein air. Donc, c'est vraiment le public avec des guides qui se déplacent de scène en scène. Et à chaque scène, on essaie un peu de reconstituer l'époque avec les textes, les costumes, les accessoires, avec des thématiques précises à chacun des endroits, pour essayer de faire vivre de façon plus émotionnelle, de façon plus mémorable l'histoire, entre les débuts, les premières années de l'histoire de la colonisation de Val-d'Or. Super. Et si tu pourrais nous donner une raison de pourquoi on devrait aller voir Val d'Or vous raconte? C'est une expérience indescriptible. Il faut y aller. Parfait. J'aurais pas en mettre plus. Ben, regarde, je vais donner d'autres réponses aussi. Val d'Or vous raconte son histoire. C'est vraiment une expérience émotionnelle, sensible sur l'histoire afin de vraiment mieux faire vivre l'époque et les gens, les pionniers. Ça nous ramène vraiment comme dans l'époque, puis on dirait qu'on a voyagé dans le temps, Oui. Et qu'on est avec les autres dans l'époque, dans Val d'Or. Exactement. Le but, c'est un peu comme de submerger les gens au niveau visuel, sonore, tout ça pour essayer un petit peu de recréer l'espèce d'ambiance. Et les guides le disent très rapidement aussi dans le circuit. On n'est pas là pour énoncer des dates. On n'est pas là pour faire quelque chose de didactique, pédagogique qui est lourd. Le but, c'est vraiment d'avoir des dialogues très vivants, très proches de la parlure de l'époque pour vraiment se rappeler, de créer des images fortes. C'est quoi ton rôle dans la production? Alors, mon rôle dans la production, ça a été d'abord d'écrire le texte, de faire les recherches historiques et de créer, en fait, un juste milieu entre les dialogues et les monologues. Cette année aussi, je suis impliquée au niveau des répétitions avec les comédiens, donc tout l'aspect des pratiques, encadrer les comédiens. Je m'occupe aussi de la partie des costumes, donc de faire essayer tous les costumes, d'essayer de trouver tous les accessoires, donc toute cette partie créative-là. Et je ne suis pas seule dans le projet. J'ai vraiment une grosse équipe qui va s'occuper des autres aspects, qu'on parle du marketing, qu'on va parler aussi de tout le côté technique, son, éclairage, projection, tout ça. Donc, j'ai vraiment une équipe. Donc, moi, cet été, c'est vraiment les comédiens qui sont dans ma cour de récréation. Puis t'aimes ça aussi, t'amuser avec les comédiens, faire des essais, toucher un peu à tout niveau aux répétitions. Oui, j'aime vraiment ça, travailler en équipe. Puis des fois, on a des scènes que ça va être plus des solos, des petites scènes à deux plus intimes. Fait que c'est vraiment de recréer l'ambiance. Puis le but aussi, parce qu'on a des comédiens qui ont de l'expérience, qui l'ont fait plusieurs années ou qui ont fait d'autres productions théâtrales. On en a que c'est leur première expérience, qui vont être peut-être plus amateurs, avoir un peu moins de technique. Moi, mon but, c'est vraiment de créer une espèce de famille. C'est vraiment de créer un esprit d'équipe. C'est vraiment d'essayer d'aller tirer le meilleur de chacun des comédiens. On n'est pas tous rendus au même niveau. Donc, c'est vraiment d'aller créer un sentiment de confiance, aussi un sentiment d'abandon pour que le comédien puisse vraiment se dépasser puis offrir une super performance, quelque chose de mémorable pour le public. Puis là-dessus aussi, je voulais savoir, c'est comment de travailler avec des enfants versus des ados versus même des jeunes adultes ou des adultes? C'est sûr qu'en ayant eu une école de théâtre pendant des décennies, donc, tu sais, j'en commençais des fois à 5-6 ans. J'ai travaillé avec des aînés aussi, des adultes, des ados. Des fois, c'est juste d'adapter un peu son langage, d'essayer de trouver comme la vibe de ces gens-là. Moi, personnellement, je suis super à l'aise avec toute catégorie d'âge confondue, puis j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Les enfants sont bruts, les enfants ont beaucoup moins de filtres, moins de censure. Puis, ils sont vraiment là pour le plaisir de jouer. Chez les adultes, il y a plusieurs autres motivations qui peuvent les amener à s'impliquer dans ce projet-là. Mais moi, je suis vraiment à l'aise avec
tout le monde, puis j'essaie vraiment de m'adapter avec qui je dirige. Ça marche-tu d'ailleurs? C'est une de mes comédiennes. Ben, tu sais, t'as de l'expérience, mais en même temps, t'es nouvelle dans le circuit. Toi, ton expérience est comment, justement, de t'intégrer dans cette grosse troupe-là? Ah, c'est sûr que c'est quelque chose, au début, tu sais, les premières répétitions, tu sais, c'est plus comme, OK, j'observe, j'analyse, je suis un peu une éponge, j'essaie d'attraper c'est quoi le vibe, c'est quoi la dynamique de groupe, c'est comment aussi le jeu. Et une des premières choses que j'avais remarqué, que j'ai jamais vraiment fait encore au niveau jeu, c'est que vu que c'est comme du théâtre, tu sais, un peu comme de rue, c'est du gros théâtre, c'est des grosses réactions, c'est Oui. pas un théâtre petit, psychologique. Je pense que ça a été ça comme la chose la plus marquante un peu que j'ai remarqué. Mais sinon, justement, tu sais, c'est vraiment une famille, c'est vraiment pas long qu'on se sent comme chez soi, puis qu'on se fait prendre sous un aile de quelqu'un, puis on fait partie de la famille. C'est vraiment le fun. Ben, t'as un point important quand tu dis on va jouer gros, on va jouer fort, on va amplifier nos mouvements puis notre voix, donc on n'est pas dans du jeu de caméra ou dans l'intimisme. Puis c'est là justement que ma direction avec les comédiens, c'est de dire on veut pas tomber dans la caricature, mais en même temps dans l'écriture on veut représenter des stéréotypes, la mère de famille, le couple qui s'entend bien, le foreur, le notable. Donc c'est des stéréotypes, c'est des genres c'est des caractères, mais faut pas tomber non plus dans la caricature grossière. Fait que, tu sais, c'est là qu'elle est la petite ligne, faut la tenir. Ouais, c'est vrai. Puis ça peut être un défi aussi, tout dépendant des niveaux de jeu. Puis aussi, je me demande s'il y a des acteurs qui ont vu le spectacle, ben le circuit avant d'embarquer, tu sais, ils ont peut-être une idée aussi, mais là, comment ne pas tomber dans les chaussures de la personne du rôle que je fais, ou tu sais, de reprendre quelque chose, puis justement d'en faire une caricature. Ouais, moi je trouve ça très important quand on a justement des comédiens qui viennent reprendre un personnage, c'est de faire oublier un peu ce qui a été fait avant puis de se le mettre à nous. Je trouve ça important qu'on s'approprie vraiment ce type de personnage-là et ne pas imiter ce que l'autre a fait. Puis c'est le fun parce que des fois, tu as des anciens comédiens qui viennent revoir la pièce, puis c'est très étrange, puis c'est toujours positif de se dire « Oh, je me suis vue ». Il y a quelqu'un qui a repris mon rôle. Il faut dire aussi que dans le circuit, on a quand même une vingtaine de petites scènes et il y a plusieurs personnages qui se rencontrent jamais. Donc, il y a plein de scènes que les comédiens ne voient pas, ne verront jamais. Ils connaissent juste des petits fragments de la grande histoire qui dure à peu près 2 heures et demie. Fait que ça, c'est assez spécial parce qu'en théâtre plus traditionnel, on est dans les coulisses, puis on connaît la pièce de A à Z, on la voit. Là, c'est très, très morcelé. Ouais. Là, on va parler origine. Fait que pourquoi avoir fait ce projet? À la base, j'avais travaillé sur le projet d'Amos vous raconte son histoire, en fait, qui est la même, disons, formule. Et en fait, c'était d'essayer de trouver un maillage entre la culture et le tourisme. Comment créer un projet qui allait chercher les deux. Oui, pour une question financière, de subvention, de commandite, c'est le fun d'aller, là je dis le mot en anglais, d'aller merger les deux univers. Puis ce qu'on voulait aussi, c'était d'essayer de développer un peu le public, d'amener au théâtre des gens qui n'y vont pas nécessairement. Il n'est pas rare, après une représentation, qu'on a des gens du public qui viennent nous parler puis qui nous disent que c'est leur première fois qu'ils vont au théâtre, que c'est pas des gens qui ont nécessairement le goût d'être dans un théâtre assis, mais le fait d'être en plein air, de bouger, de participer parce qu'on demande la participation du public. Donc, c'est pas un spectacle qui est passif. Donc, ça, pour moi, je trouve ça super intéressant, justement, de faire découvrir. Moi, je suis une fan de théâtre, donc ce que j'aime, c'est que les gens y aillent, on puisse en parler, puis qu'on puisse justement faire vivre cette expérience-là au plus de gens possible. Puis notre public, il est familial, on a vraiment des gens de tous âges qui vont venir voir Val d'Or vous raconte. Puis aussi, je pense que tu avais mentionné que c'est aussi de base un projet que tu avais commencé pour toi. Oui, parce que quand j'allais aux études, quand j'étais à Québec, où j'allais dans ma belle famille, quand on dit qu'on vient de l'Abitibi, tu sais, il y a toujours une réaction. Les gens connaissent pas beaucoup cette région-là. Et donc, ils me posaient des questions, puis je savais jamais quoi répondre. Je connaissais pas beaucoup de choses. Puis oui, un peu la région géographiquement, tout ça, les attraits touristiques, mais les pionniers, l'histoire, pourquoi qu'un immeuble s'appelle comme ça, le nom de la rue, ça, je le savais pas. Et à l'école, dans le cursus scolaire, on n'apprend pas notre histoire locale. Donc, souvent, si on connaît un petit peu l'histoire, c'est parce que nos grands-parents, nos oncles vont nous avoir raconté des trucs. Mais sinon, c'est très petit, puis c'est souvent juste l'histoire de ta
famille. Donc, cette curiosité-là, moi, je voulais en apprendre et puis je me disais, ça crée vraiment un sentiment de fierté. Quand on apprend comment ils ont vécu, les défis qu'ils ont relevés, les conditions dans lesquelles ils habitaient, que tout était à construire. Sérieux, on ne peut qu'admirer ces gens-là qui étaient humbles, qui n'étaient pas nécessairement fortunés, mais c'est vraiment, on a une fierté de savoir qu'on descend de ce type de personnes-là qui sont venues coloniser l'Abitibi. Ouais, faut être vraiment fort. J'imagine les messieurs qui arrivent d'Europe, qui viennent arracher les arbres, construire leur maison de rien, se bâtir une famille, ils n'ont pas une scène. C'est ça, les femmes qui étaient en petits souliers de ville, puis tout ça, avec les trottoirs pavés à Montréal, puis qui arrivent ici, puis on est dans la boue, les maringouins. Tu sais, là, on n'a pas conscience qu'il n'y avait pas d'espace vert. C'était rempli de forêts. C'est vraiment un combat contre la nature. Puis l'isolement, parce que encore aujourd'hui, là, on va à Montréal, c'est beaucoup d'heures de route, mais on a quand même une très belle route. Mais là, il n'y en avait pas. Ça a pris les années 40 avant qu'il y ait un chemin de terre jusqu'à Mont-Laurier. Je sais pas combien de temps ça prenait. mais c'est sûr qu'on vivait pas le même espace-temps, disons, à l'époque. Mais c'était quand même quelque chose. Le train a pris quand même plusieurs années avant de s'installer à Val-d'Or. On devait aller à Amos, puis après ça, par nos propres moyens, bateaux, traîneaux. Il y en a qui le faisaient à pied. Puis là, ils s'en venaient dans ce qui était le début de Val-d'Or. Il fallait être courageux. Hein? Il fallait être courageux, il fallait être fait fort, il fallait être très motivé. Puis ce projet-là, pourquoi ça te tient à cœur? Ce projet-là me tient à cœur pour plusieurs raisons. La fierté, le sentiment d'appartenance, le fait qu'on connaît d'où on vient, on est capable après ça de se projeter dans l'avenir, de comprendre où ce qu'on en est rendu comme collectivité aussi. Je trouve ça important aussi parce qu'on remet aussi la culture Anishinaabe écrite, donc la culture autochtone, avec la culture des colonisateurs blancs, donc de remettre aussi en lumière ce peuple-là. Ça me rend fière aussi d'être capable de faire un projet qui est très mobilisateur. C'est une grande famille de comédiens. On parle de 30, 40 comédiens, mais il y a plein d'autres personnes qui gravitent autour de ça, des commerces, des institutions, la ville avec un grand V. Donc, ça va chercher beaucoup, c'est très rassembleur. Puis le fait de mobiliser tout ça, puis on est toujours dans le positivisme, on est toujours on est capable de le faire, c'est gros, c'est démesuré, ça se fait pas ailleurs, mais oui, ça se fait, donc c'est un peu de reprendre l'esprit de l'époque, de dire il y a rien de trop gros, il y a rien de trop beau, il y a rien d'infaisable en Abitibi. Suffit d'être capable de mobiliser les gens. Puis une fierté aussi, c'est que ce projet-là se poursuit dans le temps. Puis ça fait plusieurs années pour Val-d'Or. On a fait 10 ans à Amos. Ça aussi, c'est assez incroyable dans le monde du théâtre d'avoir une longévité. Oui, vraiment. Surtout dans le monde du théâtre, on sait comment ça peut être difficile de poursuivre avec des années comme ça, mais à chaque année, ça revient. À chaque année, c'est un succès. Puis à chaque année, le monde veut le revoir, même s'ils l'ont déjà vu. Exactement. Puis une autre fierté que j'ai aussi, c'est que ça sème la graine créative chez certains comédiens qui vont dire, ben moi, je vais faire du conte, je vais faire d'autres projets de théâtre, je vais aller plus plonger dans les arts, dans la culture. Fait que ça, c'est super le fun, surtout à l'âge que je suis rendue, de dire, il y a une relève, il y a une stimulation créative qui se fait aussi dans la troupe. Il y en a qui vont justement développer des projets et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une fierté. Vraiment. Et en plus, il y en a des plus jeunes qui ont commencé vraiment enfants. Oui. Là, qui s'en viennent plus ados. Fait que à voir si même eux vont vraiment avoir la piqûre du théâtre puis qui sait qu'est-ce qu'ils pourraient faire après. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le fun de voir les gens grandir à travers ce projet-là. Puis là, quand on regarde des photos des premières années, puis on est comme, oh mon Dieu, elle était toute jeune. Puis là, tu sais, rendu, parce qu'on va changer le casting au fil des années aussi. Des fois, on va changer de personnage parce que on peut plus faire la petite fille maintenant, on est rendu la jeune femme. Donc ça, c'est intéressant de grandir avec le projet. Ouais, c'est vraiment fun. Comment as-tu fait tes recherches? Quand j'ai fait mes recherches sur Val-d'Or, je dois dire que j'ai pas trouvé énormément sur les internets. Tu sais, je vais aller beaucoup dans des sites d'archives, Encyclopédic, des affaires comme ça, mais il y a pas beaucoup de choses en ligne. Donc, mais ce qui était le fun à Val-d'Or, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'auteurs, d'historiens, professionnels, amateurs, tout confondus, qui avaient déjà écrit des livres sur des sujets de Val-d'Or, par exemple. Il y a un livre juste sur Stanley Cisco. Ouais, moi, j'ai lu un
un livre aussi sur la vie de Gabriel Commandant. Fait il y avait quand même des ressources. Il y avait déjà eu des recherches qui ont été faites. J'ai travaillé un petit peu avec la Société d'histoire aussi de Val-d'Or, des fois pour avoir des photos, pour avoir accès à certains documents, mais c'était vraiment par des livres. Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été quand même écrits sur l'histoire de Val-d'Or. Puis l'histoire de Val-d'Or, c'est quand même assez récent, là. On est dans les années 30, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est vraiment à travers les lectures. Puis autant que je pouvais avoir peut-être quelque chose qui était plus romancé ou qui était plus personnel sur la vie de quelqu'un. Puis des fois, j'ai lu des affaires un peu plus techniques parce que moi, je suis pas une fille de mineur. C'est un monde qui m'est complètement inconnu. Puis je dois faire des scènes, puis ça a l'air super naturel, puis que c'est plausible. Donc, j'ai lu beaucoup d'affaires un peu techniques. J'essayais de résumer. Des fois, j'allais voir des gens dans ce domaine-là, puis je me disais, est-ce que mon texte a de l'allure? Ça se peut-tu? C'est-tu crédible? Parce que là, je joue ça à Val-d'Or. Il y a plein de gens, tout le monde connaît les mines, mais je peux pas arriver là en néophyte puis dire n'importe quoi. Donc, des fois, j'allais valider avec certaines ressources. Ouais, ou par exemple, j'avais quelqu'un qui était spécialisé en architecture. Fait que là, des fois, j'allais justement peaufiner des trucs avec des gens de Val-d'Or qui sont déjà au courant de tout ça. Fait qu'il est passé sous le nez de quand même plusieurs experts selon les domaines, les sujets. Oui, c'est une recherche ou un espèce de travail de même. Tu peux pas faire ça tout seul. C'est colossal, puis c'est plein de domaines. C'est le monde des affaires, c'est le monde politique, c'est le monde des mines, c'est la vie quotidienne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. La vie religieuse, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de communautés, d'ethnies. Donc, d'essayer de se renseigner là-dessus, puis d'aller faire valider avec des gens que ça a de l'allure, ne serait-ce qu'on a beaucoup de personnages qui viennent, par exemple, de l'Europe de l'Est. Donc, essayer de peaufiner des accents, essayer de trouver des petits mots aussi de cette langue-là, d'aller voir, d'essayer de rendre ça très plausible et crédible. Merci. Dans Val-d'Or, vous raconte, dans le circuit, il y a 3 lieux principaux. On a le marché public, on a le boulevard Lamaque et l'église Saint-Sauveur. Peux-tu me parler des lieux? Alors, notre parcours, en fait, on part justement au marché public, on va traverser le boulevard Lamaque, on va aller à l'église, faire des scènes à l'intérieur. Et quand on ressort, on revient sur nos pas, mais là, on a changé les décors entre-temps pour faire des nouvelles scènes. L'avantage du marché public, c'est qu'on est couvert, c'est que c'est une grande place et c'est là que les gens, le public, va arriver au début. On a un petit magasin général, on a notre groupe de musique, donc c'est vraiment une très belle place d'accueil puis pour partir. Le boulevard Lamaque, on l'a choisi parce que on veut essayer de recréer le bout des campements des prospecteurs, des tentes, des shacks. C'était dans la forêt, c'était des sentiers un peu boueux, c'était un petit peu mal organisé. Puis là, ben, naturellement, en pleine ville, il n'y a plus ça. Donc, le petit boulevard Lamaque, on disait, il y a des gros arbres. On est capable, avec des cordes à linge, des cabanes, de recréer un petit peu. Puis on voulait que les gens marchent sur le sol, tout croche, sur la pelouse. Donc, on trouvait que ce petit... on a 2 sections du boulevard Lamaque. On était capable de recréer l'ambiance de forêt. Quand on va arriver à l'église, on a des scènes dehors parce que l'église est vraiment magnifique avec le clocher puis son architecture. Donc, on est en bas devant puis on la regarde. Donc, c'est magnifique. Et on rentre dedans faire plusieurs scènes. Et il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent plus l'église, donc qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'église Saint-Sauveur-les-Mines, qui est magnifique. Donc, de rentrer, il y a déjà une ambiance qui est là. On n'a pas besoin de décorer cette église-là. Elle est belle. Et en ressortant, ben là, on veut recréer aussi toute la partie des bars, de buvettes, de la prostitution. Donc là, on a réaménagé le boulevard Lamaque pour faire une petite buvette avec Annie Boxcar et ses prostituées pour donner une ambiance très, très festive de soir de paye. Et on va terminer au marché et là, on va avoir des scènes un petit peu plus sur l'histoire municipale, sur la politique, d'où vient le nom Val-d'Or et on a notre finale du 10e anniversaire et ça permet aussi, c'est très, très pratique, donc le public revient à son point de départ, donc son auto est pas très loin et ça fait un côté très pratique. Et l'église, vraiment super belle église. Tu vois qu'on a une belle église comme ça à Val-d'Or. Il y en a quand même beaucoup des églises dans la ville, mais celle-là, c'est vraiment beau. Justement, on est dans le sol de l'église.
Oui, Les chanceux. on a le sous-sol pour faire nos loges, nos coulisses. Là, on passe devant l'église orthodoxe de Saint-Nicolas. On peut pas rentrer dedans. On est trop nombreux, mais on a une scène justement où on l'a en background en arrière de nous. On est quand même nombreux avec les comédiens, puis avec les spectateurs, donc on prend de la place quand on se promène. Faut aménager. Et même si le circuit a une bonne durée dans le temps, on a des gradins, on a plusieurs endroits où les gens sont assis. Donc, ça se vit vraiment très bien. Moi, dans mon parcours de théâtre, j'ai pu travailler avec quelques metteurs en scène dans mes productions et je trouve que chaque metteur en scène a sa touche personnelle, a sa couleur, sa façon de travailler, son processus. Toi, ça serait quoi, tu penses, ta couleur à toi en tant que metteur en scène? Tu m'en poses une bonne, Annabelle, c'est difficile. À moins que ce soit quelque chose d'inconscient, tu sais. Je pense, puis ça serait à confirmer justement avec les comédiens. J'essaie de créer un climat de confiance très rapidement. Je ne suis pas quelqu'un qui est autoritaire, je suis exigeante, je veux une efficacité, je sais ce que je veux, j'ai la musique de la scène dans mes oreilles, je sais ce que je veux obtenir, mais je vais beaucoup y aller avec plus de chaleur, essayer de rendre le comédien, parce que vu qu'on travaille avec des gens qui n'ont pas nécessairement de la technique ou de l'expérience ou qui peuvent être très angoissés du fait, tu sais, on est en répète, on est un cocon, là, mais quand on fait notre général devant 100 personnes, tu pognes quelque chose, puis des fois, ça peut déstabiliser, ça peut comme vraiment même perdre ta voix parce que tu vas être physiquement comprimé devant ça. Donc, j'essaie de créer un climat de confiance rapide, très positive. J'aime ça avoir des suggestions. Je suis très à l'écoute. J'ai un côté très maternel. Tu sais, je veux que les gens soient bien dans leur costume. Oui, je veux comme respecter l'époque dans des trucs, mais je pense que je suis une fille de compromis beaucoup. Puis je pense que je suis capable de m'adapter. Il y a des gens que je leur dis presque pas de commentaires, puis il y en a d'autres que je dois rassurer plus. Donc, je pense que je suis assez versatile. J'essaie de m'adapter à chaque personne et pas d'être systématique, puis c'est ça qui est comme ça. Donc, moi aussi, tu sais, je veux avoir du plaisir, puis je veux que quand les comédiens finissent leur répète, ils ont le sourire, puis ils sentent qu'ils se sont améliorés. Ah, mais ça, c'est définitivement, je peux le noter, je peux dire que c'est effectivement le cas. Puis c'est vrai que je pense que versatile, ce serait un bon mot parce que justement, la raison pourquoi je te posais la question, c'est parce que j'avais pas arrivé à trouver justement c'est quoi exactement, justement, cette petite couleur-là. Parce que justement, je pense avec chaque personne, tu vas trouver la façon de travailler avec. Donc, t'as pas une façon de faire. Donc, ça fait que c'est vraiment adapté à chacun. Oui, puis tu sais, on se dit, si les gens reviennent, c'est que l'expérience, elle a été positive. Puis c'est pas toujours moi qui ai dirigé les répétitions. C'est déjà arrivé une autre année que c'était, par exemple, Bruno Turcotte qui les faisait. On n'a pas la même méthode de travailler, mais ce qui est drôle avec Bruno puis moi, on travaille pas de la même manière, mais on arrive toujours au même résultat. Donc, on a vraiment une super confiance. Il va pas travailler les comédiens de la même façon. Moi, j'ai peut-être un côté très féminin quand je dis que des fois, je veux être rassurante, je veux être en confiance, parce que je sais aussi d'expérience que si on veut, c'est un peu comme une fleur. Tu sais, il faut la nourrir, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner ses vitamines, puis là, elle va fleurir. Mais si on est agressif ou si on est très exigeant, à ce moment-là, il y a des gens qui sont fragiles justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, tout ça. Donc, puis on se met vulnérable comme comédien d'aller se garrocher devant ce public-là, de jouer avec d'autres comédiens. La comparaison, elle peut venir facilement. Donc, moi, je veux vraiment que les gens aient une bonne estime puis soient capables de se dépasser dans le côté positif. C'est vraiment important aussi, je pense, en théâtre. Ça arrive souvent que, du moins, tu sais, qu'est-ce qu'on entend de « Ah, OK, dans le domaine du théâtre ou du cinéma, c'est comme ça, les metteurs en scène, les directeurs sont vraiment sévères, puis t'arrives chez vous, tu pleures, tu sais, oh mon Dieu, c'est difficile, mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Puis je pense même au contraire, si on veut que la personne s'améliore, il y a tellement d'autres façons de faire, puis même qu'on grandit tellement plus rapidement, s'il y a cet espace-là de confiance et de vulnérabilité aussi, je pense que c'est vraiment important. Oui, c'est ça, parce qu'on joue quand même avec la sensibilité des gens. Puis tu vois, en tant qu'auteur aussi, des fois, je vais changer le texte. Des fois, les comédiens, je vais dire, si ça sort pas bien, des fois, ça arrive là, que ça accroche en bouche. Change ton mot, mets-toi une pause là. T'sais, donc, je suis pas non plus une auteure qui dit, tu ne changes pas un mot. Des fois, j'insiste parce que je me dis, cette phrase-là est importante, je veux qu'elle soit dite comme ça.
mais je vais beaucoup m'adapter au niveau de langage aussi de la personne. Des fois, par exemple, si on a des personnages qui vont parler en anglais ou tout ça, de dire, ben écoute, dis-les dans tes mots, mais l'important, je veux que ça sorte comme ça. Donc, je suis très malléable aussi au niveau du texte. Dans les répètes, des fois, on fait, oh mon Dieu, t'as sorti ça, c'est bon, on le garde. Des fois, on fait des impros, hein, des fois, on se trompe, des fois, on propose quelque chose, puis finalement, je fais, waouh, c'est bon, on le garde, puis on va bonifier le texte comme ça, parce que le but, c'est vraiment que ça soit naturel. Ça nourrit aussi à la scène. Puis justement, plus c'est naturel, plus que on va y croire Oui. qu'on est vraiment comme dans la réalité de l'époque. T'sais. Oui, puis il y a beaucoup de spectateurs qui sont médusés à la fin du spectacle, qui vont aller voir les comédiens, puis vont faire, hein, tu parles québécois, on était sûr que tu étais polonaise, on était sûr que tu étais ukrainien, on était sûr que tu étais anglophone. En fait, non, il y a personne, on est tous des Canadiens français en majorité dans le spectacle. Donc, les comédiens ont à se gosser un accent, à le rendre crédible. Puis oui, on a des scènes préparées, mais on a beaucoup d'improvisation entre les scènes. On se déplace des fois avec le public. Des fois, il y a les gens qui arrivent d'avance, d'après. Fait qu'il faut être capable d'improviser avec une texture, avec une langue qui est pas la nôtre. Donc, ça, c'est quand même un beau défi aussi pour les comédiens. Ah, vraiment. Ouais. C'est quoi ton processus face à un projet? Donc, autant en tant qu'auteur qu'en tant que directrice ou comme metteur en scène? Quand j'ai commencé Val d'Or, ce que j'aimais bien, ce que j'ai commencé quand même rapidement, c'est d'aller dans les lieux de Val d'Or, spotter, essayer de voir les ambiances. Puis je commençais, tu sais, mes lectures, tout ça. Donc, au début, je suis une fille qui va comme ratisser super large. Si j'ai un projet, je vais trop lire là-dessus, trop écouter d'affaires, mais j'ai une grosse passe que je vais me nourrir de plein de sources. J'ai toujours une passe que j'appelle ma passe éponge. J'ai l'air de rien faire. Je suis devant mon ordinateur puis j'écris 2 phrases. Au début, je panique là, dans mes premiers projets. Je suis comme, je suis pas très efficace ou productive. Mais là, maintenant, je le sais que c'est mon processus. Je dois tout décanter. Puis après ça, à surface, ce qui est important ou ce que je me dis, ce que je veux que les gens se rappellent, là, ça émerge. Puis je suis quand même quelqu'un qui vient... J'ai fait mes séances pures au cégep. Je suis quand même vraiment organisée. J'ai toujours une structure, j'ai un squelette. Tu sais, par exemple, j'ai lu beaucoup sur Val d'Or. Puis je me faisais une liste de tous les personnages que je trouvais importants, une liste de tous les lieux, une liste de tous les thèmes. Puis là, après ça, je fais des croisements. Puis j'ai tout mon squelette. Mon parcours est tout fait. Je sais de qui je veux parler, comment, quoi. Puis je me garde les dialogues vers la fin. Puis quand je vais arriver, par exemple, avec des costumes, même chose, je vais avoir plein de photos, je vais regarder plein d'affaires. Après ça, je vais aller voir ce qui est disponible dans des friperies, qu'est-ce qui existe sur les sites de costumes, qu'est-ce que je peux demander à des couturières. Donc, je vais ratisser très large. Puis à un moment donné, j'ai décanté, puis là, je fais « c'est ça que je veux ». Fait que j'ai quand même un côté très structuré quand je suis en création. J'ai toute ma structure, puis je vais écrire des petites scènes, puis là, j'entends les personnages qui me parlent dans ma tête, puis je suis comme, OK. Puis là, des fois, j'écris pas assez vite parce que là, j'entends le dialogue. Puis là, des fois, je fais comme, non, on a changé de sujet, c'est pas logique. Puis je vais taponner des fois sur des détails parce que j'ai pas comme la musique dans mes oreilles. C'est un mélange d'intuition, mais aussi de planification. Ouais. Puis le processus d'écriture, ça prend combien de temps environ? Peut-être, je te dirais que ça a peut-être, tu sais, j'ai pas pris 1 an à temps plein à écrire Val d'Or, mais à partir du moment où on s'est dit ce projet-là va être réalisable, là, je me suis plongée dans cette histoire-là, puis là, tu sais, dans mes proches, je ne parle que de ça, surtout mon chum, c'est toujours, savais-tu ça que, puis là, je pars, puis le fait de parler à voix haute m'aide à faire un tri. Déjà, en parlant avec quelqu'un, je fais comme, OK, il m'écoute déjà pas. Oh, ce sujet-là pognera pas. Là, je vois qu'il est captivé avec une petite histoire, une petite anecdote. Je suis comme, OK, là, je tiens quelque chose. Donc, le fait de verbaliser aussi beaucoup mes recherches me permet déjà de voir... Parce que moi, j'aime vraiment susciter des réactions chez le public, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la joie, de la cutinesse, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut chercher les réactions, puis je sais comment faire réagir mon public. Je sais exactement, là, il va rire, là, je vais arriver avec ça, et je vais le revirer dans ses culottes. Je sais exactement comment manipuler émotivement mon public. C'est ça que je cherche, des réactions. Fait que je vais tester des fois des affaires, je vais lire des scènes, puis là, je regarde si je me suis égarée ou si je tiens quelque chose. Wow!
C'est vraiment impressionnant. Mais tu vois, en même temps, j'ai un côté super frustré parce que j'ai tellement lu, il y a tellement d'affaires. Tu sais, mon circuit, il dure 2 heures et demie, là. Je pourrais te faire 15 heures. Il y a tellement d'affaires que j'ai dû mettre de côté. Puis ça, je te dirais que c'est peut-être une partie en écriture qui est la plus dure, c'est dire non. Ouais. Là, j'en ai trop. Je peux pas parler de mine 2 heures de temps, même si c'est super intéressant. Faut que je coupe. Je dois évacuer des gens importants. Je peux pas parler de toutes les maires de la ville. Fait que j'en choisis un pour telle raison. Fait que ça, des fois, c'est des choix déchirants. Au début, les premières répètes, des fois, il faut qu'on coupe des scènes au complet parce que c'était trop long. Ça, fait que ça, c'est toujours ça me fait mal au cœur. Tu sais, c'est ça. Tu dis, j'aurais voulu tout dire. Ouais, l'histoire d'une ville au complet, on s'entend que Oui, il y a puis tu sais, beaucoup de stock, beaucoup de personnages. on aurait pu faire un circuit juste sur une personne, l'avoir évolué à travers ces 10 ans-là de début de Val-d'Or. Puis on parle de Val-d'Or beaucoup, là, mais il y a toujours l'histoire de Bourg-la-Mac parce que c'est indissociable. Vous allez l'apprendre, il n'y aurait pas de Val-d'Or s'il n'y avait pas eu la mine Lamac et le village minier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a poussé ensemble, en contradiction. Fait que oui, c'est ça, c'est faire des choix, puis dire non, puis scraper des affaires, c'est des affaires crève-cœur. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Par exemple, l'architecture. J'aurais pu raconter toute l'histoire de chacune des bâtisses à la 3e avenue, mais puis j'ai aussi des contraintes on est dans le trafic, des fois, les endroits, on peut pas mettre notre public, donc on va flusher des pans de l'histoire parce qu'on n'est pas capable de trouver où la mettre dans le parcours. En même temps, ça doit aider justement à prendre des décisions, puis à faire des choix. Oui. Bon, OK, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Oui, fait que des fois, comme faut être, tu sais, clinique et froide et dire, bon, ben, OK, là, j'ai écouté 8 documentaires là-dessus, mais on n'en parlera pas. Fait que c'est juste une petite satisfaction personnelle que je sais des choses, mais tu sais. Puis là, il faut dire que ça fait quand même quelques années que j'ai fait mes recherches, donc j'en ai quand même oublié un bon petit bout. Super. Bon, ben justement, allons plonger dans les personnages et les scènes de Val-d'Or vous raconte son histoire. Premier personnage sur la liste, on a Prissy. Prissy Mannington, donc c'est un personnage fictif, elle n'a jamais existé. Son nom veut dire précieuse et Mannington, ville de mine. Donc c'est mon petit jeu de mots personnel parce qu'en fait c'est une une femme mariée qui habite Bourg-la-Mac. C'est une anglophone et donc c'est une de nos 2 guides du circuit. L'autre étant Valérie Doré, Val Doré, encore là, c'est un jeu de mots. Moi, j'adore faire des jeux de mots douteux des fois. Donc, Val Doré représente la Canadienne française, le côté de Val d'Or, organisé un petit peu à la va-vite, tout ça. Donc, les 2 guides ont vraiment une opposition linguistique, une opposition de mode de vie, une opposition de 2 villes, mais en même temps, ce sont 2 bonnes amies qui sont là pour accompagner le public tout le long du parcours et d'un peu introduire les scènes et les personnages. René joue 3 personnages. Alors, j'ai le comédien René qui va interpréter Monseigneur Desmarais, qui était en fait l'évêque du diocèse de l'Abitibi. Donc, on le voit pas beaucoup. Une scène avec le curé Forêt, avec notre petite Pierrette qui a fait des miracles. Il a fallu que ça monte très haut dans l'église, donc jusqu'à l'évêque qui a mis un stop à cette petite anecdote. Donc, c'est un de ses personnages. Il interprète aussi Camillien Houde, qui était dans les années fin 40, maire de Montréal. Et quand on a fêté le 10e anniversaire de la ville de Val-d'Or, ils ont fait ça en grand. Ils ont fait venir bien des gens importants. Donc, Camillien Houde est venu souhaiter bon anniversaire aux Val-d'Oriens. Et il va faire aussi un prospecteur qui va être figurant au travers du parcours. Donc, c'est un comédien qui change beaucoup de costumes. J'ai André qui interprète 2 personnages, donc Monsieur Perry, qui était le directeur de la mine Lamac et aussi le maire de la ville. Donc, on voit que ils n'avaient pas séparé le monde municipal. C'était une ville qui appartenait à la mine, donc c'était géré par la même personne. Monsieur Perry était un anglophone et il parle en anglais dans la pièce tout le temps. Moi, j'ai beaucoup accentué en fait son mépris envers les
French Canadian, parce qu'à l'époque, les Canadiens français ne travaillaient pas trop dans les mines et les investisseurs, les actionnaires, le monde minier était vraiment un monde anglophone. Donc, c'est son personnage. Et il va aussi jouer le prospecteur James O'Sullivan. Ça, c'était, il a donné son nom, entre autres, au village de Sullivan. Entre autres, il y avait sa mine. Donc, c'est un découvreur. C'était un passionné aussi d'art, de littérature, de peinture. Il parlait 7 langues. Et c'était un prospecteur qu'on disait qui pouvait flamber son argent très rapidement. Tu peux porter sur la bouteille. Il n'a pas très bien fini sa vie, mais fort heureusement, il a quand même réussi à léguer un legs, ne serait-ce que par son nom. Donc, il y a plusieurs dans la région de Val-d'Or. Sullivan revient souvent. Donc, c'est aussi un personnage qui parle français, mais qu'on lui a donné un accent anglophone. OK. Est-ce que ça, c'était historiquement vrai ou c'est juste... James O'Sullivan était à la base, il parlait anglais, mais il parlait aussi bien le français. Il parlait aussi plusieurs langues autochtones. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas juste venu à Val-d'Or. Plusieurs des prospecteurs aussi de Val-d'Or avaient été soit dans le nord de l'Ontario avant, il y en avait même qui avaient été au Yukon. Donc, c'était quand même des gens qui voyageaient beaucoup. La plupart parlaient plus qu'une langue. Et je dois dire que c'est M. Perry... sa scène est quand même assez drôle. Quand il méprise les Canadiens français ou juste tout le monde, quasiment en général. Oui. C'est assez drôle, ça, c'est Oui, nous, les autres qui le regardent, on aime bien le détester. On a une relation d'amour-haine envers ce personnage-là et lui de même. Et ça crée quelque chose de le fun. Puis, tu vois, ça, c'est un choix de mise en scène que j'ai fait. Il ne parle qu'en anglais. Donc, pour le public, le spectateur qui parle pas anglais, c'est un peu comme à l'époque. Tu comprends rien de ce que tes boss te disent. Puis, tu t'as pas accès au contenu. Donc, on ne traduit pas ses propos. Il parle en anglais. Tant mieux pour les gens qui le comprennent. Les autres, on est juste comme, on essaie de comprendre avec le ton, avec la gestuelle, justement, ce qu'il veut dire. J'ai le comédien Rémi qui joue l'honorable Hector Rottier. Donc, Hector Rottier, on le surnomme le père de l'Abitibi. Bon, il a laissé plus sa marque à Amos, étant agent d'État, il a été maire, il s'est lancé en politique municipal, provincial, fédéral. Mais c'était un homme aussi qui avait investi dans les mines, qui connaissait très bien le secteur de Val-d'Or. Donc, on le voit justement dans des scènes plus importantes. On le voit comme actionnaire de la mine Lamaque. Puis on le voit aussi vers la fin, quand c'est le 10e anniversaire. On le voit plus en tant que politicien. Rémi va aussi jouer le personnage de Dimitri Chalikov, qui était un Bulgare qui est arrivé ici dans la cinquantaine à Val-d'Or. C'était un commerçant, il avait le cinéma Princess, puis je pense qu'il y a eu des magasins, ça m'échappe un peu. Il a été aussi très impliqué aussi dans les affaires municipales comme échevin, il a été maire aussi. Ça, c'est un beau défi parce que c'est justement d'essayer de trouver une parlure et un accent bulgare. Puis c'est aussi pour bien différencier. Quand on a le même comédien qui joue deux personnages, on peut pas toujours faire un changement complet de costume. Donc, en ayant des gens opposés au niveau de la langue, ben ça permet justement au public de bien séparer les personnages. J'ai le comédien Nathan qui joue Médéric Goyette, qui est un foreur à la mine Lamaque. Et lui, dans le fond, c'est un passionné de mine. Et dans sa scène, il nous décrit un peu le processus de comment ça fonctionne dans une mine. Et il ne parle que de ça. Moi, ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire, que les mineurs sont extrêmement passionnés par leur métier. Et si tu as une famille de mineurs, ça jase beaucoup de ça à la maison. Et c'était aussi, à l'époque, comme je disais, mettons, avant la Deuxième Guerre, il y avait beaucoup moins de Canadiens français, mais lui, il l'était. Il nous fait aussi un autre personnage plus tard, Robert Poisson. En fait, c'est que dans l'histoire municipale de Val-d'Or, on dirait que le gouvernement, il était pas comme engagé. Tu sais, c'est une ville qui a poussé de façon spontanée. Il avait l'air de trouver que c'était un peu tout croche et ils ont mis la ville sous tutelle. Et en fait, le tuteur de la ville était justement Robert Poisson. Et donc, on a une scène justement où c'était vraiment quelque chose, il supervisait tout. Tu sais, les gens étaient très contraints, c'était très difficile de prendre des décisions. Ça s'est vraiment pas bien passé, cette relation-là. Donc, c'est un personnage un peu de dictature qui vient imposer sa loi à Val-d'Or. Donc, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Pour lui aussi, encore là, c'est deux personnages très opposés. C'est vrai.
Alain nous interprète le personnage de Kalinchuk. Donc, un autre mineur qui joue toujours avec Goyette, ses deux amis, est d'origine ukrainienne, travaillait aussi pour la LAMAC. Et en fait, dans l'histoire de nos mines, quand on a découvert des gisements ici, des mines, on n'avait pas nécessairement les ressources, les techniques. On savait pas, en fait, comment exploiter une mine. Donc, il y a eu beaucoup de gens de l'Europe de l'Est qui avaient l'expérience, que ce soit des mines de charbon ou autres, qui sont justement venus en Abitibi. Kalinchuk représente un peu notre drilleur d'expérience et il est avec Goyette qui, lui, en fait, apprend seulement qu'en regardant comment l'autre travaille. Il y avait pas de formation. Tu sais, un petit examen médical, t'es fort en bonne condition, tu regardes le gars travailler, puis tu suis, puis c'était comme ça qu'on faisait. Donc, moi, je les ai mis ensemble pour justement montrer que les gens venaient d'horizons diverses. Et puis, bon, il nous fait aussi un petit personnage. On a dans une grande scène de groupe, on a des croyants, en tout cas des gens qui vont triper mystiquement sur une petite fille. Donc là, il nous vient nous jouer un personnage un petit peu plus rigolo, justement, pour détendre l'atmosphère. Exactement, puis permettre aussi que quand on a un personnage sérieux, des fois, c'est le fun d'aller comme un peu déconner dans une autre scène. C'est le fun. Ouais, c'est toujours le fun. Nous faire un méchant, puis oui. Se laisser aller et Exactement. Des fois, tu as juste 2 phrases dans cette petite scène-là, mais elles sont mémorables, puis tu sais, tu as vraiment du fun à faire ça. C'est vrai, ça c'est sûr, toujours. Ouais. Le personnage de Gabriel Commanda, qui est quand même un personnage majeur dans l'histoire de Val-d'Or, qui est interprété par Roger. Donc, moi, c'était sûr en partant. Ça, c'était dans mes personnages premiers que je voulais absolument qu'il y ait lieu. Donc, il était ici sur le territoire, prospecteur, garde forestier. Il faisait un petit peu de tout. Et Gabriel Commanda avait eu comme une double éducation. Il avait été chez les religieux, chez les Oblats, tout ça. Et c'était un gars qui parlait l'anglais aussi et le français. Donc, il a beaucoup guidé. Il a été très important. C'est aussi lui qui a découvert le gisement de la Lamaque. C'est aussi lui qui a fait le tracé de la 3e avenue. Donc, la source Gabriel. Donc, il est vraiment très important. Il est là tout le long. Puis aussi, il est porteur d'un message, justement, de quand les gens sont venus s'installer ici, puis sont venus à exploiter le territoire. Ça s'est pas toujours bien passé. Il y a toute ça, cette histoire-là qui nous raconte de son point de vue à lui, à Anishinaabe, comment ça s'est passé, cette rencontre-là. Puis on le voit beaucoup en questionnement sur j'ai-tu bien fait de les guider, mais en même temps, les Blancs seraient arrivés pareil. Donc, lui a quand même essayé de sensibiliser un petit peu les gens. Il est accompagné avec le personnage d'Amable Odidjik. Donc, lui, c'est un nom, c'est un autochtone aussi qui est joué par Maverick. Mais ça, c'est un petit nom que j'ai vu à un moment donné dans un livre, telle mine découverte par Odidjik. Parce qu'à l'époque, dans des livres, souvent, on va dire découverte par un Indien. On ne prend même pas la peine de le nommer. Donc, sérieusement, je sais rien sur ce personnage-là. J'ai vu un nom à un moment donné dans la pièce. Je les ai faites comme des amis. Puis justement, ils se questionnent justement à qu'est-ce qui va arriver avec notre territoire, tout ça. Donc, ça amène un côté le fun. Et Maverick a toujours aussi impliqué des gens dans sa famille pour venir figurer, pour venir amener aussi un peu le côté familial sur le campement, puis tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien le fun de représenter. OK, ben, tu sais, j'ai regardé des photos des archives des autres années, donc tout, tu sais, j'en avais vu une avec des tresses, là. Oui. C'est une famille, dans le fond. Oui, bon, donc dans les premières années, Maverick avait amené sa conjointe qui nous fait la figuration, sa fille. Cette année, ça va être ses nièces. Donc, ça amène aussi de voir des personnages féminins. Tu sais, moi, dans mon rêve, j'en aurais beaucoup plus, justement, des acteurs autochtones. Donc, on est encore en développement à ce niveau-là, d'aller chercher justement des gens qui veulent se lancer dans ce projet-là. Pour moi, c'est primordial de voir des Autochtones qui racontent leur histoire et ça touche vraiment le public. Toutes les scènes avec Commanda et Odidjik, c'est les scènes les plus marquantes pour le public. De toutes sortes d'émotions, n'est pas juste dans la dénonciation, mais puis c'est de voir leur point de vue. Puis ça aussi, quand j'écris les textes, j'ai fait approuver. Est-ce que c'est comme ça? C'est-tu comme ça qu'on l'amène? Roger et Maverick m'ont aidé à dire ça autrement. On a voulu aussi intégrer leur langue aussi. Donc, des fois, ils se parlent entre eux ou ils parlent. Puis nous, ben justement, un peu comme avec les Anglais, on comprend pas ce qu'ils disent, mais c'était ça la réalité. C'est ça la réalité. Puis dans l'histoire, c'est tout le temps les deux côtés de la médaille. Fait que c'est le fun d'avoir
justement, d'avoir vraiment les deux côtés, autant des arrivants que ceux qui étaient déjà ici, pour voir un peu chaque point de vue, parce que les deux sont valables, mais s'il y en a juste un, justement, comme mettons dans les livres d'histoire, on n'a pas l'histoire complète, tu sais. Non. Puis ça, c'était très, très difficile, justement, au niveau des recherches, de trouver des choses. J'avais lu plein de livres sur le mode de vie, puis tout ça, mais, tu sais, de trouver des noms, de trouver des liens de famille, tout ça, il y a pas d'écrit. Eux n'écrivaient pas, puis nous, les colonisateurs, on n'a pas trouvé important de les nommer non plus dans les journaux, dans les livres. Donc, c'est très maigre, hein, les recherches qu'on a là-dessus. Donc, moi, j'ai travaillé aussi avec les acteurs qui vont nous raconter des affaires, si on faisait ça, on faisait ça. Puis, on veut justement amener cette culture-là dans cette histoire-là, qui est une histoire de cohabitation. Personnage de prospecteur, une famille, 4 frères, les frères Serré. Donc, là, je vais y aller. Il y a Léo, Gustave, Toussaint et Roméo. Ils sont interprétés par Mathias, Louis-Philippe, Zacharie et Karl. Les 4 frères Serré étaient ce qu'on appelle les prospecteurs pittoresques, colorés, hauts en verbe, filous, crosseurs, extrêmement bons. Ils ont découvert plusieurs gisements dans le monde minier. Ils ont fait des recherches sur Internet, sur des sites miniers. Ils sont très connus. Je pense même qu'il y a des prix à leur nom. Le fait qu'ils étaient 4 gars donne aussi une super belle énergie. Et cette année, je suis contente parce que j'ai les 4 frères Serré, donc 4 comédiens, parce que j'ai justement des enfants qui ont grandi. Donc, je me suis dit, on va avoir les 4 frères Serré. Et c'est d'essayer de jouer cette espèce de connivence fraternelle-là. Ils ont fait des affaires du pas possible. On lit là-dessus, ça a juste pas de bon sens, mais c'était genre de gars qu'on se dit extrêmement sympathiques, extrêmement, je l'ai dit, pittoresques. C'était pas des caricatures. Ils étaient vraiment, il y avait vraiment une expertise, puis tout ça. Puis ils ont habité à Val-d'Or. Tu sais, leurs enfants, les descendants sont là. Il y a des gens qui se rappellent aussi des frères Serré. Donc, puis il y a toujours des légendes. On sait jamais ce qui est vrai puis ce qui est faux. Fait que ça, pour du théâtre, tu sais, quand j'ai tombé sur eux, je me suis dit, coup de cœur, il faut absolument que ces personnages-là se retrouvent dans le circuit. Ça donne vraiment une idée. Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les journaux de Montréal, tout ça, on parlait de Val-d'Or. Il y avait quand même un buzz sur cette ville-là. Il y avait des mythes, des légendes qu'il y avait de l'or dans les rues, que, tu sais, je veux dire, on creusait un trou, il y en avait à terre. Ça, c'était très, très exagéré. Mais ce genre de fratrie-là nourrissait ce mythe-là. Quand il y avait des journalistes qui se donnaient la peine de venir couvrir des choses, c'était des beaux parleurs, des grands séducteurs. Donc, c'était le genre de personnage qui plaisait à la presse, qui plaît justement aux auteurs de théâtre beaucoup. Les 4 comédiens qui nous jouent ça ont une énergie incroyable. Ils ont vraiment un plaisir à jouer ces 4 frères-là hors du commun. Vraiment. Ce qui est le fun aussi avec le circuit, c'est qu'on parle justement autant des côtés positifs que négatifs de l'histoire. Donc, justement, tu sais, le côté un peu plus légende aussi avec la petite Pierrette, ou même le côté plus noir, négatif, des sourds de paix ou des prostituées, tu sais, tout ça. Fait que ça rajoute aussi d'autres couleurs que puis tu sais, il y avait plus de vols dans les mines que d'or qui était extrait. Tout le monde volait, tout se volait, puis c'était pas, là, je parle pas juste des prospecteurs, là, il y avait chauffeur de taxi, tu avais le bijoutier, c'était bien organisé dans le fond, parce qu'il y avait pas encore de réglementation aussi, fait que c'était vraiment, quand on dit c'était le Klondike ou le Far West, ben tout le monde, quand on venait à Val-d'Or, on venait s'enrichir, puis les frères Serré aussi, on dit qu'ils seraient arrivés à pied de Maniwaki. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Pourquoi qu'ils n'ont pas pris le train? Tu sais, ça, c'est le fun, des fois, d'en mettre plein, d'éblouir le public, puis c'est à eux-mêmes de faire le tri dans leur tête. Hey, ça, j'y crois pas. Hey, ça doit être vrai. Pour moi, ils n'ont pas tout dit. Donc, ça, c'est ça qui est plaisant aussi pour le public, là, d'essayer de faire la part des choses dans ce qu'on leur garoche un peu avec les frères Serré. Je pense que ça va faire le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir parlé du projet. C'est vraiment intéressant. T'sais, on voit vraiment que tu es passionné, que tu as beaucoup encore de connaissances sur tout le sujet. Tu pourrais en parler pendant des heures. On pourrait en parler pendant vraiment longtemps. Je suis comme un gars de mine. Je pourrais en parler pendant des heures. Je suis un trou sans fond quand c'est le temps de parler. Comme tu disais, les mineurs sont passionnés, ils parlent de ça. Je suis comme, ouais, mais
Ouais. C'est pas que les mineurs, hein? Puis la passion que moi j'ai, c'est ce que je veux transmettre à mes comédiens, puis je veux Mhm. qu'ils transmettent ça au public parce que dans le fond, tu sais, on l'a peut-être pas assez dit ce mot-là, mais la passion, Mhm. le fait d'être vraiment intéressé par quelque chose d'historique, c'est vraiment au cœur du travail de tout le monde dans le Mhm. projet, là. À 100%. Mm. Ben écoute, merci beaucoup Ça fait plaisir, et Annabelle. à la prochaine. Oh, certainement! Tu, 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 tu.